Salut internet. Je sais pas vous, mais moi si j'avais pas bossé dans l'audiovisuel, je pense que je me serais dirigé vers les jeux vidéo. Ou vers l'élevage de menthes religieuses, mais ça ne va pas intéresser grand monde. Depuis quelques temps, j'ai envie de vous faire une vidéo sur comment créer un jeu vidéo, comment ça fonctionne. Et puis j'ai fait jouer un petit peu à mes contacts, et puis un petit studio français a bien voulu ouvrir ses portes. Stylé, non? Bon, en fait, Ubisoft, ils nous ont ouvert un petit peu leur studio pour qu'on puisse rencontrer des mecs qui ont bossé sur leur tout dernier jeu, qui s'appelle Ghost Recon Wildlands. Et si je dis on depuis tout à l'heure, c'est que je suis pas tout seul, quoi. Il y a... Salut YouTube, non, comment tu dis? Salut le multimédia. Bon ok, il va un petit peu niquer l'ambiance, mais on va chez Ubisoft. C'est parti. Déjà, qu'on se mette d'accord. L'époque où deux mecs pouvaient coder à eux tout seuls un succès planétaire, c'est aussi vieux que l'Atari 2600. Bon, ok, j'exagère un peu, mais quand même, on s'imagine bien en voyant le détail et la puissance des jeux actuels, que maintenant un jeu ça se fait pas en une semaine tout seul dans son garage. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous citer 7 étapes qu'on retrouve dans pas mal de jeux vidéo, mais grâce au sponsor d'Ubisoft, je vais pouvoir illustrer certaines de ces étapes en écoutant des mecs dont c'est le quotidien, et c'est trop stylé ça. Ça me permet de vous proposer une espèce de top 7 façon reportage. Avec Thomas, on a donc pu discuter avec 6 personnes qui gèrent toute une partie importante de la création du jeu vidéo. On a rencontré par exemple Ghislain, qui est le boss de la partie audio, Yannick, le directeur technique environnement, qui je sais aime beaucoup la chaîne, donc un petit coucou Yannick, Julien, le patron des testeurs, Vincent, le directeur artistique, Eric, le directeur créatif, et enfin le boss des boss, le senior producer, Noureddin. Enfin bref, on a eu droit à l'élite des élites, je pense que les mecs savent de quoi ils parlent. L'idée, c'est juste la base. Avoir l'idée. T'as beau avoir autour de toi la meilleure équipe du monde, si ton idée de base est pourrie, ça marchera pas. Hein. Je veux dire, si tu veux être le plus grand inventeur du monde, mais que t'inventes juste un rouleau de PQ transportable, ok, t'es un inventeur, mais enfin bon, t'as compris l'idée quoi. Une fois que t'as l'idée, l'aventure ne fait que commencer. Généralement, quand tu te lances dans un projet, que t'as les financements, l'équipe, etc., la première chose que tu fais, c'est un planning. Quand tu fais un film, par exemple, tu sais plus ou moins à quelle période va sortir le film. Pour un jeu vidéo, enfin un gros jeu vidéo en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Les technologies, elles évoluent tellement vite que parfois, au bout de 2 ans dans la production de ton jeu, bim, il y a une méga nouvelle technologie trop stylée qui arrive et que toi t'aimerais bien mettre dans ton jeu, donc forcément ça retarde encore plus le truc. On a à un moment passé 6 mois sur les nuages, et donc ce sujet-là, c'était un sujet business, puisque on s'est dit qu'on allait utiliser une certaine technologie, et donc il fallait signer un contrat. Il y a eu un aspect technologique, être capable d'intégrer cette technologie qu'on utilise pour les nuages à notre jeu, et il y a eu une dimension artistique, c'est-à-dire ensuite s'assurer que les nuages ont une bonne colorimétrie, se déplacent bien. Et ensuite, il y a eu même l'impact de ces nuages sur le monde, s'assurer que par exemple, lorsque il y a beaucoup de nuages qui se mettent à faire sombre et que les IA sont plus cachés. Enfin bref, tu l'auras compris, la réalisation d'un jeu vidéo, tu sais quand ça commence, tu sais déjà un petit peu moins quand ça va se finir. Mais hey, c'est ça qui est excitant, non? Ensuite, une fois que ton idée est bien validée, tu commences à bosser sur le scénario. Parce que mine de rien, si tu veux pas finir avec une histoire où faut juste nourrir un homme poisson, vaut mieux avoir un scénar qui tient la route. Et parfois c'est très compliqué parce que ton scénario, il doit pouvoir s'adapter aux contraintes de ton jeu, si tu veux faire du multijoueur en ligne, si c'est un open world, si ça se passe dans un vrai pays, etc. quoi. Comment est-ce que tu peux raconter une histoire dont les 4 protagonistes vont changer, qui vont peut-être rejoindre la partie et ensuite quitter, sans que ça soit le Bronx. Ok, quand ton scénario est bien avancé, la majorité des éditeurs ils font ce qu'on appelle le cahier des charges du jeu, qu'on appelle parfois la bible du jeu. C'est juste un méga document avec tout ce qu'on veut mettre dans le jeu, et jusqu'au moindre détail. Ça va de l'histoire, du scénario, à la description des personnages, des objets, des armes, des véhicules, de la musique, des contrôles de jeu, enfin bref, tout quoi. Comme ça, si pendant la production, un mec a un petit doute sur quelque chose, pas besoin de demander, il a juste à aller regarder dans le cahier des charges. Et bien évidemment, c'est un document qui évolue avec le temps. Bon après, bien sûr, il faut que je vous parle des cas de jeux vidéo qui viennent d'une franchise, ou qui sont adaptés à partir d'un film ou d'un livre. Parce que là, tu t'imagines, la phase idée de base, elle est quand même beaucoup plus rapide vu qu'elle existe déjà. On part pas de zéro, il y a toujours quelque chose. Dans notre cas, on savait que c'était dans l'univers de Ghost Recon, puisque c'est un jeu qui a une certaine existence, donc on partait pas de 0-0. Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant que avant même la production du jeu, il y a une énorme organisation à mettre en place. Il y a beaucoup de paramètres à étudier, et notamment les recherches.
Bon, les recherches, c'est absolument pas quelque chose qui est nécessaire dans chaque jeu vidéo. Tu t'imagines bien que le mec qui a fait Tetris, il a pas forcément eu besoin de beaucoup de recherches en amont. Par contre, quand tu vois la saga des Age of Empires par exemple, ou même la majorité des jeux d'Ubisoft, bah y a pas photo. Je veux dire, un Assassin's Creed qui se passe à Paris à l'époque de la Révolution française, et forcément qu'il y a eu des dizaines de spécialistes qui ont été consultés. On consulte aussi des experts en géologie, botanistes, faut comprendre comment les choses fonctionnent si on veut les faire mieux. Et parfois, quand un jeu se base sur un endroit précis, et ben le mieux, c'est d'y aller. Par exemple, pour Ghost Recon qui se passe en Bolivie, et ben une petite partie de l'équipe est partie là-bas, en Bolivie. Il y a eu un voyage qui a été fait, et qui a été fait par les personnes qui avaient surtout besoin de voir, de toucher ou d'entendre. Donc on a des gens qui sont allés pour écouter et pour enregistrer des sons. Il y a des gens qui sont allés prendre des photos pour avoir les images. Donc toutes les personnes qui avaient besoin d'avoir un rapport direct avec l'endroit, ils sont allés. Au final, cette petite équipe, bah, ils ont ramené des dizaines de milliers de photos, de vidéos et de sons pris sur place. Et ils poussent même le bouchon très loin. Comme on a un cycle jour-nuit dans le jeu, on a voulu être réaliste au point de prendre certains sons dans certains milieux. Au lever du soleil, t'as les toucans qui hurlent dans les arbres, c'est super impressionnant. Donc t'enregistres ça, et après ça dans la journée dans la jungle, et les oiseaux sont plus calmes, t'as les insectes diurnes, tu vois, et après ça, hop, on faisait aussi une prise de son la nuit pour avoir les insectes de nuit et tout. Donc avec le cycle jour-nuit qu'il y a dans le jeu, bah il y a des fois, c'est vraiment comme si t'étais là-bas, quoi. Bon, et forcément, hein, ce voyage et cette étape de recherche, il faut le faire tôt dans le projet. Hein. Tu vas pas commencer à t'intéresser à la Bolivie qu'une semaine avant la sortie de ton jeu. Ce voyage, on l'a fait dans les 6 premiers mois où on a commencé le projet. En fait, le but de cette étape, c'est juste d'être sûr que le jeu vidéo sera le plus proche de la vérité possible. Et même dans le cas où le jeu n'a rien d'historique. Je sais pas, si un jour tu veux développer un jeu de gestion de zoo, bah c'est quand même mieux de passer quelques jours dans un zoo pour voir comment tout fonctionne. Parce que bon, faut pas oublier que la meilleure expérience dans un jeu, c'est quand le joueur a vraiment l'impression de vivre le jeu. C'est à partir de cette étape qu'on commence enfin à toucher à l'ordinateur. Tu t'imagines bien que c'est quand même plus simple de construire le monde de ton jeu avant d'y insérer des personnages. C'est pour ça qu'on commence bien souvent par s'occuper de tout ce qui est éléments de décor, hein, le sol, les montagnes, le ciel, les rochers, les plantes, la pluie, le vent, le soleil. Et oui, si tu te poses la question, c'est ultra méga technique. D'ailleurs, c'est tellement technique qu'il existe des gars spécialisés dans certains trucs très précis. Oui, on a des spécialistes de la végétation, on a même des spécialistes des cailloux. Pour être très précis. Bon, je vais pas rentrer dans la technique de comment concrètement ils font ça, parce que déjà moi je comprends rien, et puis c'est pas pour rien que ça demande quand même des années d'études hein, de faire ce genre de métier. Mais en gros, dans le cas de Ghost Recon, déjà faut savoir qu'Ubisoft a développé son propre moteur de jeu, qui s'appelle Anvil Next, et qui te facilite un petit peu le travail bah, pour placer tous ces cailloux et toutes ces plantes. D'ailleurs, petit truc marrant, avec ce logiciel les mecs ils peuvent tout faire, comme faire voler le personnage pour aller plus vite quand ils veulent faire des tests. Ça c'est hallucinant ça pour aller se placer dans le jeu. Et oui, j'entends ta question. Tu te demandes si chacun de ces éléments ont été placés un par un. Bah ça tombe bien, Thomas il a eu la même question. Attends, et tout cela ils ont été placés un par un Alors ça par dépend, des graphistes. ça dépend. Il y a plusieurs méthodes en fait. Il y a soit des méthodes où on va étudier la topologie et faire un système, on va dire, logique et naturel de placement de tous ces éléments naturels qui sont les rochers et les arbres. Par exemple, on va dire qu'on va avoir un flanc de montagne qui est exposé, on va dire, plein sud, donc où le soleil va toujours taper la journée, versus un flanc de montagne qui est souvent dans l'ombre, qui est souvent humide. Et ben la répartition de la végétation, on a des algorithmes en fait pour dire placer à peu près. Voilà, c'est ça, pour dire là bah, c'est plus humide, ce sera plus luxuriant, et là on va dire c'est plus le soleil, donc la végétation sera un peu plus teintée, on va dire moins verte, etc. Ouais, t'as bien entendu, les mecs ils vont jusque pousser le délire au point de se dire bon, là le soleil sur cette montagne il tape plein sud, donc bon, ces plantes là elles peuvent pas être là parce qu'elles ont besoin d'un petit peu moins de soleil, et tout ça ils y arrivent grâce à de puissants algorithmes. Et ces algorithmes ils sont codés par des mecs qui se sont basés sur des études de scientifiques qui eux-mêmes sont allés étudier tout ça sur le terrain. Tant de techniques et de précision pour savoir si on va mettre un sapin ou un saule-pleureur sur le versant de cette montagne. Et là on parle que de montagne, mais imagine la pluie mec. Souvent la question qui arrive dans un jeu, c'est comment on fait pour que la pluie ne rentre pas à l'intérieur des maisons. Parce que physiquement,
Nous on fait pleuvoir, on n'a aucune idée de ce qu'est l'intérieur ou de l'extérieur d'une maison, ça traverse tout, etc. Donc à chaque projet, on sort toujours une nouvelle technique pour le faire. Bon ok, la pluie c'est difficile à mettre en place dans un jeu, ça tout le monde le sait. Mais est-ce que tu réalises à quel point une simple flaque d'eau peut être un bordel à mettre en place? Quand j'ai travaillé sur le terrain et toutes les textures de sol, de sable, de boue, de cailloux, j'avais aussi pensé en amont quand il pleut, comment est-ce qu'elles vont réagir, où est-ce que les flaques d'eau vont se remplir. Ça oblige les artistes à penser leurs textures en 3D. Et les textures vont venir créer aussi de la modélisation, par exemple sur notre terrain. Et comme il y a de la modélisation, il ne faut pas que nos flaques elles montent sur les cailloux, il faut qu'elles restent bien plates. Donc il faut penser nos petits creux, nos endroits où les flaques vont venir se construire. Pour avoir une belle eau, il faut une réflexion parfaite. Et ça implique techniquement, quand on a de la vraie réflexion, avoir un rendu beaucoup plus cher parce qu'il faut rendre 2 fois. Donc on est obligé de trouver des techniques pour optimiser ce rendu-là sans avoir de la vraie réflexion. Donc c'est très difficile, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo c'est très dur d'avoir de la belle eau. Enfin bon, tout ça c'est ultra technique. Oui, il y a des mecs qui sont ultra spécialisés dans un seul domaine, mais ça reste un énorme travail d'équipe. Parce que chaque personne doit avoir en tête tous les autres éléments avant de créer son propre élément, pour être sûr que tout s'accordera bien ensemble. Et encore, là on ne parle que des éléments de décor. Parce que ouais, mettre des montagnes, des lacs, des arbres, des nuages, c'est bien beau, mais faut peut-être penser à bosser sur la partie active du jeu. Moi j'ai pas trop envie d'incarner une feuille d'arbre. C'est là qu'entre en jeu le côté level art de la production. En gros, c'est toutes les choses qui sont pas des éléments de décor. Ça va des personnages, aux armes, aux véhicules, ou même à l'intelligence artificielle. Mais bon, quand je dis que ça entre en jeu à ce moment-là, c'est pas tout à fait vrai. Faut savoir que dans une production de jeux vidéo, et surtout une production à grande échelle comme ça, chaque département travaille en même temps. On peut pas se permettre de faire vraiment tout dans l'ordre. Là on a travaillé pendant 5 ans sur ce jeu, si on n'avait pas fait des choses en pareil, ça aurait duré 50. Et pareil, designer et programmer un personnage, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, et ça demande beaucoup de personnes. Quand tu modélises ce personnage, on va lui mettre un squelette exactement devant pour puisse, ce qu'on appelle influencer son enveloppe par un squelette. Et après, il y a une équipe d'animateurs qui vont venir animer ces personnages en bougeant chaque membre, ou alors ce qu'on appelle la motion capture, où on emmène des acteurs dans une pièce et on capture avec des capteurs et des caméras spécifiques leurs mouvements qu'on réintègre dans le jeu. Mais avant même de designer quoi que ce soit, et là on revient au point numéro 6, faut avoir fait pas mal de recherches. Oui, on regarde des choses, et par exemple des choses comme l'équipement des militaires ou les véhicules. Là, on passe un peu plus de temps à regarder, à se renseigner, à être en contact avec des gens qui ont des informations. Pour moi, le plus impressionnant, ça reste quand même l'intelligence artificielle, l'IA, qui a quand même un rôle très important dans les jeux vidéo actuels. Tous les ennemis qui se baladent sur la map, ce sont des IA. Les personnages ou les véhicules qui semblent vagabonder autour de toi, ça aussi ce sont des IA. Et tout ça, ça demande une puissance de calcul mais gigantesque. Ce fantasme d'être en haut de la montagne, prendre tes jumelles, regarder à 360 degrés, et là-bas il y a un camp, il y a un village. C'est-à-dire que toutes les IA sont actives en même temps. Dans les jeux, c'est rare que tu aies autant d'IA actives en même temps et qui vivent de façon autonome, de façon crédible. Donc déjà, il fallait se prouver que technologiquement on pouvait le faire, sinon on aurait trouvé un environnement où c'est que de la forêt et puis t'es au ras de la mer. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est difficile d'évaluer le temps que va prendre la production d'un jeu? Eh ben ouais, on parle de visuel depuis tout à l'heure, mais un jeu vidéo, c'est aussi du son. Et là tu te dis, mais arrête Doc, on s'en fout du son. Nous on veut créer un jeu vidéo, pas un opéra. Wow. Comment ça le son c'est pas important? Quand on parle de son, on parle de n'importe quel bruit que tu vas trouver dans ton jeu vidéo. Les dialogues, les musiques, les bruits d'ambiance, de musiciens si tu te trouves dans un village, du vent, des oiseaux, des insectes, le bruit de la pluie, des armes qui tirent, le bruit des vêtements qui se froissent quand tu marches, le bruit de tes pas selon si tu marches sur du sable, de l'herbe ou des graviers, le bruit des radios. Enfin bref, il y a de quoi faire. Par exemple, avec l'équipe qui est partie faire des dizaines de milliers de photos et de vidéos en Bolivie, il y avait aussi un mec du son qui est parti pour enregistrer tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'on a pu enregistrer sur place, c'était quand il n'y avait pas de vie humaine, c'était des choses qu'on pouvait utiliser telles quelles. Donc il y a plein de trucs qui sont réutilisés tels quels, et il y a des choses qu'on a recréées à partir de sons qu'on a pris seulement comme référence, quoi. Et voilà comment de vrais sons de forêt ou d'animaux se retrouvent dans le jeu. Je pense que niveau immersion, il n'y a pas mieux. Bon, et puisque c'est un jeu de guerre, on n'a pas pu résister à demander au directeur du son comment ils font pour les guns, les flingues.
On a beaucoup de références pour ça. Et on travaille avec nos collègues de Red Storm qui, eux, alors, ont carrément des contacts dans l'armée américaine, qui ont les guns chez eux. Bon, mais depuis tout à l'heure, on parle de création du son. Mais le département son, c'est pas juste je prends un bruit et je le mets dans le jeu. Ah bah non, il y a aussi tout un système d'écho. Ah bah ouais, c'est compliqué, mais attends, tu veux être immergé ou pas dans ton jeu? À partir du moment où on a commencé à penser à notre système de gun, on s'est posé deux questions, c'est-à-dire comment sonne le gun en lui-même et comment ça sonnerait de tirer un coup de feu dans un univers aussi gigantesque. Et donc on s'est dit qu'on n'arriverait pas à recréer ce sentiment-là si on n'avait pas un système d'écho qui vraiment soit très proche de la réalité. Donc on a mis au point un système d'écho dynamique, c'est-à-dire que le moteur du jeu place des réflecteurs sur les parois et à partir de là ça positionne un écho quand tu tires un coup de feu à l'endroit. Ça peut être, tu vois, une falaise, un pan de montagne ou quoi, et ça peut être devant toi et derrière toi. Du coup tu le sens, comme c'est en 5.1, tu le sens qu'il tourne quand tu tires comme ça. Alors, c'est toujours inutile le son? Ok, ton jeu est fini, mais pas tout à fait. Tu penses bien qu'autant de techniques et de difficultés, bah ça emmène obligatoirement un max de bugs. Alors laissez-moi vous parler du métier que 90% des jeunes rêvent de faire, testeur de jeux vidéo. Mais je vous arrête tout de suite, c'est pas forcément un métier de rêve. Même quand on joue au jeu, en fait, on joue pas comme un joueur normal, on cherche à casser le jeu. On doit tout valider, donc on doit faire tout ce qu'il y a dans le jeu, et effectivement on doit le casser, quoi. Ouais, le testeur il teste tout. Son but c'est de foncer dans les montagnes, dans les maisons, d'essayer de retourner son véhicule, enfin de tester que des trucs totalement improbables. Tout ça pour, bah, comme il le dit, essayer de casser le jeu. Et c'est même parfois très précis. Chaque testeur a plus ou moins sa spécialité. On va l'assigner à des fonctionnalités du jeu un peu plus précises pour qu'il puisse se concentrer dessus. Par exemple sur Ghost Recon, on peut avoir un spécialiste des armes. Ou des personnages. Alors ok, ça paraît fun de devoir torcher de A à Z un jeu juste pour lui trouver des bugs, mais au final c'est assez répétitif. Quand ça fait 5 ans que vous êtes sur un jeu, vous savez plus trop si le jeu il est bien ou pas, parce que vous le voyez tous les jours, donc vous savez plus trop. Et oui, en plus des testeurs qui font partie de l'équipe, bah juste avant qu'un jeu vidéo ne sorte, l'éditeur il engage souvent des joueurs qui font pas du tout partie de la production ou du jeu pour avoir un œil complètement neuf et frais sur le jeu. C'est juste indispensable pour pas passer à côté de certaines choses. Et même après ces sessions, beaucoup de jeux passent par ce qu'on appelle une bêta. En gros, pendant quelques jours, quelques niveaux du jeu sont dévoilés au grand public pour avoir un retour dessus avant la sortie officielle. La raison première de faire des bêtas, c'est de récolter à la fois des avis des joueurs de manière massive, et de deux, de mettre le doigt sur des bugs qu'on n'avait pas forcément trouvé. Bon, et je vous ai gardé le meilleur de cette conversation pour la fin. Comment on fait pour devenir testeur de jeux vidéo? Alors il n'y a pas de CV particulier, hein. On a vraiment des profils très différents. Il n'y a pas de vraie formation à suivre, hein. C'est plus des qualités humaines qu'il faut avoir, on va dire. Il faut être rigoureux, il faut avoir une bonne communication. Et voilà, une fois que les derniers tests sont faits et que le jeu est prêt, c'est enfin l'heure de le révéler au public. Et pour ça, chaque studio a une équipe qui gère la communication et le suivi. Généralement, on fait la pub du jeu bien avant sa sortie, hein. Forcément, vu les sommes que c'est de créer un jeu vidéo, c'est quand même mieux si beaucoup de personnes sont au courant de sa sortie. Pour ça, bah c'est facile, hein, on contacte tous les leaders de la distribution du jeu vidéo, histoire que notre jeu ait une bonne place en rayon, hein, que ce soit dans les hypermarchés, les magasins spécialisés en jeux vidéo, et même sur internet. On envoie aussi un dossier de presse à un maximum de journalistes et d'influenceurs spécialisés dans le gaming. Moi par exemple, je veux depuis super longtemps visiter un studio de jeux vidéo et poser plein de questions aux mecs dont c'est le métier pour vous faire une vidéo de ce type. Et bam, Ubisoft accepte de m'ouvrir les portes de leur studio qui, je tiens à le préciser, hein, chez tous les éditeurs de jeux vidéo, bon courage pour rentrer dans les studios, hein, c'est bien confidentiel. Mais du coup c'est parfait comme situation. De leur côté c'est de la com, et du mien je peux enfin vous faire une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps. Bon, et en plus j'avoue, ça fait déjà une petite semaine que j'ai le jeu en avant-première, que je l'ai bien torché, c'est plutôt sympa. Enfin bref, mine de rien, le jeu vidéo c'est une industrie comme une autre, et la communication est super importante si on veut que notre produit rencontre un énorme succès. Voilà, la vidéo est bientôt finie, je suis juste tellement content d'avoir pu rentrer dans un endroit pareil et d'avoir pu parler à des gens aussi talentueux. J'espère vraiment que ce type de vidéo en mode reportage vous plaît, parce que j'ai l'intention d'en refaire dans d'autres milieux, pour vous faire découvrir des industries ou des métiers, mais de l'intérieur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel métier ou industrie vous aimeriez bien voir. Allez, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu des familles, hein, ça fait toujours plaisir, de s'abonner, de me rejoindre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!